Bonjour à tous, je vais une fois encore vous parler de nos chers manipulateurs pervers et de nos non moins chères manipulatrices perverses. Et pour commencer, je vais vous citer un film de Nicolas Ray de 1950 avec notamment Joan Fontaine et Joan Leslie. Joan Leslie, vous savez, elle avait joué notamment avec Fred Astaire dans un film musical. Elle danse pas mal du tout, cette actrice. Elle chante de façon moins convaincante, mais bon. Et donc Joan Fontaine, vous savez, cette séduisante créature, la sœur d'Olivia de Havilland, elle est souvent timide, jolie mais timide, un peu effacée dans ses films. Elle a incarné Madame de Winter dans le Rebecca d'Alfred Hitchcock. Elle a également joué dans Soupçon, du même Alfred Hitchcock. Elle a incarné Jeanne Eyre, Lettre d'une inconnue, un grand chef-d'œuvre de Max Ophuls, considéré pendant longtemps comme un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Voilà. Elle a même tourné avec Bing Crosby vers la fin de sa grande période, en 1948 je crois. Voilà, donc elle incarnait dans Born to be Bad une personne perverse narcissique, mais toute gentille en apparence, qui détruisait des vies de façon absolument abominable. C'était un contre-emploi parce que Joan Fontaine, en général, elle est gentille dans ses films, hein. C'est plutôt elle la victime. Et là, de victime, elle devient bourreau. D'ailleurs, le film avait déjà été tourné, enfin cette intrigue avait déjà été tournée en 1934. Voilà, je ne sais plus avec quel acteur, mais ça me reviendra, je vous en parlerai. Alors, j'ai eu un commentaire drôlement gentil, mais à la fois un peu ironique, je pense. Hein. Quelqu'un m'a appelé Pierre Bellemare, j'en suis ravi, parce que alors là, ça serait le summum au niveau de l'expression face à la caméra, parce qu'il était extrêmement doué et j'aimais beaucoup le regarder, surtout pour lui finalement. On le regardait lui plus que ce qu'il racontait. Et on écoutait moins ce qu'il racontait finalement. Il avait le sens dramatique, la façon de tirer parti des petits détails, enfin, et de rendre exceptionnelles les situations. Donc, malheureusement, je ne suis certainement pas à sa hauteur, sinon une télévision, BFM TV peut-être, m'aurait embauché. Alors, donc, je continue par rapport à cette vidéo dont je vous ai parlé et que j'ai mis sous ma vidéo, sous ma propre vidéo. Le pervers narcissique, il y a une chose intéressante, il pense que tout le monde joue, que tout le monde est comme lui. Eh bien, c'est une caractéristique que je partage, c'est-à-dire que moi aussi, pendant longtemps, j'ai pensé que tout le monde était comme moi et tout le monde avait les mêmes besoins. En fait, c'est le pervers et sa victime, en fait, c'est une relation opposée, c'est le contraire finalement, c'est une relation miroir. Le pervers narcissique pense que tout le monde est comme lui, donc manipulateur, joueur, odieux, etc. Et la proie, la victime, pense que tout le monde essaie de faire ce qu'il peut, essaie d'aider les autres, tout le monde se culpabilise, tout le monde a tel objectif dans la vie, etc. etc. C'est vraiment le contraire, hein. On est opposé, on est face à notre contraire finalement, même si on n'est pas parfait, attention, hein. Moi je suis loin d'être toujours assez à l'écoute des autres, hein, parce que il faut aussi que je m'occupe de moi. Hein. On est tous obligés de s'occuper de soi à un moment donné, hein, forcément. Comment dire, ce pervers narcissique, il essaie d'assouvir des pulsions sexuelles, effectivement. Il essaie de satisfaire des besoins un peu presque physiologiques. Et à un moment donné, je me disais, mais un tel... il ne doit pas être homo, puisque finalement les messieurs ne les aiment pas. Il a juste envie de s'envoyer en l'air avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, j'avais été confronté à quelqu'un comme ça. Je ne comprenais pas. Je ne voyais pas s'il n'y avait pas d'une dimension affective dans le côté sexuel. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt à mon sens. Voilà. Et je me disais, parce qu'il est bien homo. J'avais posé la question sur un forum, sans dire qui j'étais. À l'époque, j'étais plus timide. Et j'ai dit, mais... je suis confronté à un tel, mais il semble qu'il n'ait que des pulsions sexuelles et qu'il n'y a rien derrière, pas d'affectif. Est-ce que c'est quelqu'un de pudique? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'ose pas déclarer ses sentiments, les exprimer? En fait, je n'avais rien compris, c'était simplement un manipulateur. Hein. Je m'en suis rendu compte par la suite. Hein. Alors, on parle aussi dans ces vidéos de dépendance affective du pervers narcissique. Effectivement, moi je reste persuadé qu'il est encore plus dépendant de ses victimes que les victimes sont dépendantes de lui.
J'en suis absolument convaincu. C'est lui qui est le plus en difficulté finalement, hein, quand il n'a pas de victime. Mais apparemment, il en trouve beaucoup. Et je pense d'ailleurs à une personne que j'ai côtoyée dans un environnement professionnel à un moment donné, et qui était en relation avec plusieurs personnes manipulatrices, et j'ai pensé à tort que cette personne était peut-être elle aussi manipulatrice, mais maintenant je pense qu'elle est un peu comme moi finalement, qu'elle est facilement sous emprise et qu'elle n'en a pas forcément conscience. Bon après, bon on verra, la vie me dira peut-être ce qu'il en est, mais je ne sais, j'en aurais plus l'occasion de côtoyer cette personne de toute façon que j'ai déjà perdu de vue. Hein. Alors, donc il croit que tout le monde est comme lui. Ah oui, par contre, il a intégré des normes sociales qui font qu'il sait par exemple qu'à un enterrement, il ne faut pas prendre une mine trop réjouie, même si, après tout, ça serait logique, puisque quand on est croyant, quand on fait un enterrement religieux, d'une certaine manière, on devrait être content que la personne décède, puisqu'elle va rejoindre Dieu. Enfin, au moins, bon, ça paraît un peu gros ce que je raconte, mais on ne devrait pas être si triste que ça, on devrait être triste pour la séparation, au moins provisoire. Mais bon, il a compris quand même qu'à un enterrement, il ne fallait pas prendre une mine guillerette et se mettre à danser la samba, quoi, voilà. Mais moi j'ai l'impression qu'un pervers narcissique, on dit qu'il intègre bien les règles sociales, qu'il sait jouer, etc. Moi je ne suis pas convaincu du tout par cela, pas du tout, du tout, du tout. J'ai vu des pervers narcissiques agir en certaines circonstances, ils mimaient la réalité, ils singeaient comme un singe, singer, c'est volontaire ce terme, hein, la réalité, mais ils n'étaient pas du tout convaincants. Hein. Je pensais à quelqu'un qui un jour, pour séduire une autre personne qui adorait le foot, il s'est mis à parler foot, mais à l'air d'une manière très efficace. J'ai l'impression que ce qu'il racontait était très pertinent. Mais ce qui compte dans une communication, c'est la force que l'on met dans cette communication, c'est l'impact, l'implication qu'on a dans cet échange, et c'est le non-verbal qui joue. Et alors le non-verbal, il a joué en sa défaveur. À l'époque, je n'avais pas compris que cette personne était manipulatrice, et je me suis dit, mais je l'entendais parler, je m'en souviendrai toute ma vie de ça. C'est vrai que les pervers nous marquent à vie. Vraiment, ce sont des gens qui nous marquent à vie tellement ils sont étonnants dans leur méchanceté, dans leur médiocrité. Et je me dis, mais j'étais en train de faire autre chose, et puis je lève la tête, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette conversation. Mais je dis, cet homme-là, mais il n'aime pas du tout le foot, il n'en a rien à cirer, ça ne l'intéresse pas. Mais j'ai pris souvent cet exemple parce qu'il m'a tellement frappé, tellement marqué, je dis, mais il récite un texte, mais comme un mauvais acteur. Enfin, c'était mauvais, mais je dis, mais même moi, quand je joue mal devant vous, là, je suis meilleur que ça. Enfin, on aurait dit une caricature. Quand Louis de Funès, par exemple, se commence à dire « Oh, le pauvre petit, etc. » et qu'il n'en pense pas un mot. C'était à ce point, mais je dis, mais il est nul. Il ne sait même pas jouer. Enfin, je dis, et à l'époque, je ne me suis pas dit ça, en fait, je me suis dit après, parce que je n'avais pas identifié son problème, et là j'avais pensé, c'est quelqu'un de gentil qui essaie de faire plaisir à un ami, il s'intéresse à ce que son ami s'intéresse, au thème qui intéresse son ami, pour pas le blesser, quoi, mais il n'était pas convaincant, hein, et je m'en souviens encore, hein, tellement ça m'a sidéré. Et par exemple, j'imagine que si les pervers narcissiques pleurent à un enterrement, ils vont se dire, ils ont leur guide en tête, hein, ils ont leur guide des convenances, et ils vont se dire, voyons, un enterrement, page 12, il convient de pleurer légèrement, sans faire d'excès, de s'habiller de façon pas trop voyante, etc. Donc, pleurer, alors, voilà, la grimace, que je suis triste. Enfin, ça va être à peu près ça, quoi, mais ils sont nuls, c'est pas possible, enfin, les mecs, ils savent pas jouer. Comme le fait remarquer Zorro, il y a des degrés dans la perversion narcissique, il y a des gens qui sont experts et d'autres qui sont encore apprentis. Hein. Et moi j'ai rencontré un certain nombre d'apprentis quand même, hein. Bon, je trouve. Hein. Le pervers, nous dit le monsieur sur la vidéo, il est provisoirement séduit en admiration devant certaines choses. Certaines qualités que la proie, que la victime peut avoir éventuellement, qui le séduit provisoirement,
et qui suscite en lui un sentiment d'admiration. Effectivement, il y a un enthousiasme débordant par moments avec ces pervers. Ils sont complètement... Ils sont là, comme ça, vous voyez, comme je limite sans arrêt ce manipulateur que j'ai connu il y a quelques mois, presque une année peut-être maintenant, depuis le temps que j'en parle. Il fait comme ça. Il était réellement admiratif, mais de façon très superficielle. Pourquoi il était admiratif? Parce qu'il pensait que telle qualité que je pouvais avoir à un moment donné, qu'il avait perçue, à tort ou à raison d'ailleurs, pouvait peut-être lui le mettre en valeur en plus. Et puis il aime bien peut-être être fasciné et avoir un adversaire un peu émoustillant finalement. Puisque l'auteur de la vidéo nous dit que pour le pervers, la vie est un combat et il engage des combats. Et il met des vidéos qu'est-ce que c'est, de Muay Thai, etc., de boxe, enfin bref. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que des boxeurs, c'est pas du tout pareil, c'est un sport et c'est dans un contexte où tout le monde est d'accord pour se battre. Ils sont d'accord, les deux savent à quoi ils s'attendent, qu'ils peuvent perdre, qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent être malheureusement blessés. En général, c'est bon, pas gravement, on l'espère. Et voilà, donc moi je trouve que c'est un peu dévalorisant pour ce sport, hein, parce que bon, on aime ou on n'aime pas hein, ce genre d'activité, mais ce n'est pas du tout pareil, c'est un combat qui est voulu des deux côtés. Alors que le combat du pervers, il se bat contre quelqu'un qui n'a pas envie de se battre, c'est donc une agression. Voilà, il ne faut pas confondre combat et agression. Il y a violence et violence, il y a la violence décidée, qui n'est pas de la vraie, enfin, qui est de la violence, mais qui est de la violence simplement consentie. C'est pas pareil, ce n'est pas du tout pareil. C'est pour ça que quand certains me font le rapport entre la boxe et la tauromachie, je suis désolé, ce n'est pas la même chose. Le taureau n'est pas d'accord. Et puis là, il meurt le taureau, alors que les boxeurs en général ne meurent pas. Bon, faut vraiment remettre les choses à leur place. Hein. C'est vraiment... voilà. Donc là, on n'est pas dans un combat, on est dans un combat, mais dans un combat où l'un a envie de se battre et l'autre pas. Voilà. Et celui qui n'a pas envie de se battre, c'est qu'il est agressé, à mon avis. Pour moi, c'est plus une agression qu'un combat. Mais pour le pervers, comme il s'imagine effectivement que tout le monde fonctionne comme lui, eh ben, il va prendre ça pour un combat, effectivement. Bon. Pour lui, les gens, effectivement, lui permettent d'assouvir sa volonté de domination, de contrôle de l'autre. Et ce sont des outils. Ce sont des outils interchangeables. Alors l'auteur cite par exemple, si le pervers narcissique veut dormir, il utilise un lit, c'est un objet, un lit. S'il veut enfoncer un clou dans un mur, ben, il prend un marteau. Voilà. Pour le pervers, les gens seraient à peu près assimilables à un lit et un marteau, donc à la limite, un lit ou un marteau, on ne va pas les ménager excessivement, puisqu'ils n'ont pas de souffrance possible, ce sont des objets. Mais là, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord, puisque le pervers fait la différence, je pense. Il sait qu'il fait souffrir la personne quand même, puisqu'il éprouve, je pense, un certain plaisir à le faire souffrir et à le dominer et l'écraser. Donc, il fait quand même la différence, hein, le pervers. C'est pas tout à fait exact de dire qu'il ne fait pas la différence. Mais bon, ce n'est guère mieux, quoi. Il ne va pas être plus gentil avec nous qu'avec un marteau, ou qu'avec une scie, ou avec tout objet qu'on imagine. Il y a une chose intéressante à laquelle je n'avais pas forcément pensé. Il y a deux choses très intéressantes dans cette vidéo. Le pervers, donc, notre seule existence l'agresse. Le fait qu'on existe, qu'on soit là, et qu'on ait des qualités peut-être qu'il n'a pas forcément, ou qui entrent en compétition avec les siennes, fait que c'est comme si on l'agressait, comme si on voulait livrer un combat. Ça, c'est pas mal comme idée, je trouve que c'est assez intéressant, et c'est peut-être à plus creuser. Une dernière idée, il projette ses pulsions sexuelles. Alors là, je peux vous dire que oui, puisque j'ai connu les deux derniers pervers que j'ai connus, m'ont fait des avances, bon, surtout l'avant-dernier, c'était tellement net, il m'avait dit qu'il m'aimait, c'était il y a 5 ans, hein, dans un contexte, on va dire, je ne vais pas le citer le contexte parce qu'on pourrait deviner qui c'est, 5-6 ans, 7 ans maintenant, oui, 6 ou 7 ans. Et donc, il m'a carrément dit qu'il m'aimait, et
très vite, hein. Et moi ça m'a interloqué, j'ai dit, mais je dis, ah bah, on m'a dit qu'il était marié, qu'il avait une fille, ou un fils, je sais plus, enfin bref. Et puis là, il me fait des avances, et puis je lui ai dit, mais je suis pris, moi je suis déjà avec quelqu'un. Je comprenais pas, je pensais que c'était quelqu'un de divorcé, qui s'était rendu compte qu'il était homo, et qui avait divorcé. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était comment dire, quelque chose d'amoureux. Je n'aurais jamais tenu ce discours devant quelqu'un si le contexte n'était pas amoureux, amicalo-amoureux. Enfin, je me dis, mais... Et ça m'avait, à la fois, je dis, bah, comme je doutais un peu de moi, de mon apparence physique, j'étais content en même temps de pouvoir séduire quelqu'un par moi-même. Faut dire ce qui est, hein. Mais en même temps, ça m'a troublé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas. On peut être amis simplement, on ne pourra jamais aller au-delà. Qu'est-ce qu'il veut? Moi, je ne suis pas libre, j'ai pas envie de m'embarquer dans des relations, je sais pas quoi. Enfin bon. Et en fait, ce monsieur, je pense qu'il projetait sur moi ce qu'il ressentait, quoi. Moi, je n'avais rien demandé. S'il ne m'avait pas fait cette avance, je n'aurais pas forcément remarqué plus qu'un autre. J'avais d'ailleurs j'avais un panel de choix possibles, si j'avais voulu, qui m'aurait davantage intéressé que lui. Hein. On revient à ce que disent beaucoup de victimes. Ce n'est pas quelqu'un qui m'aurait séduit a priori. Voilà. C'était vraiment pas lui que j'aurais choisi. Si j'avais voulu avoir développé des relations extra-conjugales, avouées ou non avouées d'ailleurs, à mon compagnon, etc., je ne l'aurais pas choisi lui. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Hein. Voilà. Et donc, il y en a eu un autre aussi, hein, plus récemment, qui a projeté sur moi ses besoins sexuels, son homosexualité refoulée, hein, ou son besoin sexuel global, puisque certains prétendent, moi j'en suis pas sûr, hein, je n'ai pas de point de vue tranché là-dessus, que les pervers n'étant pas construits n'ont pas de cible sexuelle privilégiée homme ou femme, et qui sont prêts à être bisexuels, trisexuels ou quadri, que sais-je encore, et que l'essentiel c'est d'avoir une proie. Voilà, mais je n'en suis pas forcément convaincu, je ne peux pas exprimer de point de vue tranché sur la question. Voilà, donc je vous laisse, je remercie les remarques pour les remarques qui ont été faites, notamment Roland qui m'a conseillé les romans de Danielle Steele où il y avait ces phénomènes de pervers dans les premiers qu'elle a écrits. Comme on en trouve beaucoup, j'essaierai d'en acheter un ou deux quand j'irai à Emmaüs. C'est intéressant vos remarques, vraiment intéressantes, et ça m'ouvre des perspectives. Je vous remercie en tout cas, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.